tenais à le souligner et je suis resté d'autant plus ce soir pour le dire en direct. Voilà. Ça fait plaisir. Merci à toi. Et surtout au groupe également qui était présent ce soir, juste avant. Merci. Continuez, c'est bon. À la semaine prochaine en direct du El Diablo. Bonne soirée. On vous fait des bisous. Et on se quitte avec, on sait pas, la bande de Radio Campus. À la semaine prochaine. Allez, bisous. Shadows behind us. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy. Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. E con la spunta l'ometto c'è cascato, za. Una guardata, una bruciata, quello è corco e non ci prova più. Tango della femminista, tango della ribellion. Col sorriso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada a tutte l'ore, non gli pare chi la fermerà. E con la spunta al bulletto c'è cascato, za. Una guardata, una bruciata, quello è corco e non ci prova più. Aritango della femminista, tango della ribellion. Con la chioma sciorda al vento e il sorriso a tamo tanto se ne va. Fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena se ne va. De sta sola o in compagnia, gliene frega poco o niente, perché sa che se donna è una conquista l'ha sgamato insieme a tante e chi la ferma più. Ah, tango della femminista, tango. Bonsoir à tous, nous voici réunis comme chaque troisième jeudi du mois dans l'émission Volare, gérée par l'association L'Alveare. Je suis Charlotte de l'association L'Alveare et je vais vous présenter la thématique de l'émission d'aujourd'hui. Donc le mois de la Journée internationale des femmes nous a semblé être le bon moment, le moment idéal, l'occasion de revendiquer l'égalité et pour nous de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. À cette occasion, nous aborderons la question de la condition féminine et tenterons une brève analyse comparative entre la France et l'Italie. Pour faire un rapide rappel, la Journée internationale des femmes trouve son origine dans les luttes ouvrières et les manifestations menées par des femmes qui ont réclamé l'égalité, le droit de vote et des meilleures conditions de travail, qui ont agité l'Europe au début du XXe siècle. En 1910, la Conférence internationale des femmes socialistes, qui s'était réunie à Copenhague, instaure une journée internationale des femmes. La date du 8 mars est officialisée par Lénine le 8 mars 1921, en hommage aux femmes de soldats russes tués pendant la guerre, qui se sont révoltées pour obtenir du pain et la paix en 1917, à l'aube de la Révolution. C'est la Charte des Nations Unies, qui est signée à San Francisco en 1945, qui fut le premier instrument international à proclamer l'égalité des sexes en tant que droit fondamental de la personne humaine. Et c'est en 1977 que les Nations Unies officialisent le 8 mars, Journée internationale des femmes ou Journée internationale des droits des femmes. Cette date sera ensuite réinvestie avec le regain des luttes féministes des années 1970 en France. Et le gouvernement français ne reconnaîtra cette journée officiellement qu'en 1982.
Donc pour démarrer cette émission en chanson, voici un petit titre de Anne Sylvestre intitulé « Non, tu n'as pas de nom » qui a été écrite en 1972, soit 3 ans avant la loi Veil. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête? Tu ne seras pas mon centre, que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive, mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite, mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien 2 victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre, c'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche, c'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus 106,6. Donc pour reprendre sur cette chanson, Anne Sylvestre a déclaré que c'était une chanson sur l'enfant et le non-enfant, question centrale du débat entre les pros et les anti-IVG. Bon, nous aurons tous bien compris que la question centrale de cette chanson était l'avortement, qui est au cœur des questions d'actualité. Je rappelle que nous ne sommes pas là pour faire état de nos considérations personnelles, mais plutôt pour vous proposer de dresser un constat et une rapide remise en contexte. Nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir Amandine, militante d'Oser le féminisme, et Erika de l'association l'Alvéaré. Amandine, bonjour. Bonjour Charlotte. Est-ce que je peux me permettre de te demander à quel moment en fait, les politiques publiques se sont-elles mêlées du corps des femmes en ce qui concerne la France ?
Oui, alors d'abord, je vais peut-être dire juste un petit mot de l'association Oser le féminisme. Donc, c'est une association qui a été créée en 2009 par quelques militantes et militants pour défendre le mouvement français pour le planning familial, dont les crédits étaient menacés de suppression. Donc, Oser le féminisme a pour vocation de convaincre que l'égalité femmes-hommes, bien qu'elle soit inscrite dans la loi, n'est toujours pas une réalité. Donc l'association, qui est présente sur tout le territoire et donc ici aussi à Lille, se bat pour les droits des femmes, l'égalité professionnelle, la parité, la lutte contre les violences faites aux femmes, la liberté à disposer de son corps, etc. Donc pour revenir à ta question, donc les politiques publiques, on peut dire qu'elles se sont toujours mêlées du corps des femmes. Et les politiques publiques qui vont dans le sens du progrès en matière de droits des femmes sont très récentes et elles se sont faites au prix de luttes. Donc il faut se rappeler qu'il y a encore quelques dizaines d'années, selon le Code civil napoléonien, la femme, entre guillemets, à son mariage était jugée incapable et n'avait pas plus de droits que les mineurs et les fous. Et qu'après avoir été sous la tutelle de leur père puis de leur mari, elle pouvait être, si ce dernier venait à décéder, sous la tutelle de leur fils. Et cette incapacité juridique ne sera levée qu'en 1938. Mais revenons à ce sujet d'actualité brûlant qu'est le droit à l'avortement. Donc un petit mot de contexte d'abord. En France, avorter est devenu légal en 1975 avec la loi Veil, du nom de Simone Veil, députée à l'origine de ce projet de loi. Donc avant cette loi, les femmes n'ont d'autre choix que d'avorter clandestinement. Malgré la loi Neuwirth adoptée en 1967 et autorisant la prise de contraception, les femmes étaient 6% à prendre la pilule. Elles sont en revanche des milliers à avorter clandestinement chaque année, au risque de leur santé et de leur vie. Et les grands mouvements féministes de cette époque, donc le mouvement pour la libération des femmes, le planning familial, s'organisent dans la revendication pour l'autonomie reproductive des femmes et pour l'élimination des risques liés à la pratique de l'avortement clandestin. Donc aujourd'hui, l'avortement n'est pas légal partout en Europe. Il est interdit en Irlande, par exemple. Il est fortement limité en Pologne. Et dans le monde, il faut rappeler que tous les ans, 47 000 femmes meurent des suites d'un avortement clandestin. Donc aujourd'hui, le droit à l'avortement est complètement remis en question chez nos voisins espagnols. Donc il faut rappeler qu'un projet de loi limitant le droit à l'IVG aux seules femmes reconnues victimes de viol et en cas de suspicion de danger pour la santé est actuellement en discussion au Parlement espagnol, présidé par Mariano Rajoy, du Parti populaire, donc les conservateurs. Donc s'il est adopté, ce projet de loi fera de l'Espagne l'un des pays européens les plus restrictifs en la matière. Bon, donc on comprend bien que le droit à l'avortement est toujours attaqué. Si je récapitule, le risque est de voir la propagation du phénomène espagnol dans toute l'Europe. Bon, on a parlé du cas de la France, très rapidement de la question espagnole. Je vous propose à présent d'aller voir ce qui se passe du côté de nos voisins italiens. Erika, bonjour. Bonjour Charlotte. Donc, en fait, la situation italienne n'est pas meilleure de celle française, je veux dire, parce qu'aujourd'hui, comme hier, la condition de la femme est encore mise en question beaucoup. Il y a une vague très conservatrice qui joue la politique sur le corps de la femme. Donc, il y a une constante mise en discussion de la liberté féminine, le droit à l'autodétermination, de l'autonomie des choix. Pour nous aussi, on a eu une évolution. En fait, on a eu une loi qui a permis l'avortement à partir seulement de 1978. C'était la loi 120-14 qui a permis l'avortement dans certaines conditions. Que par exemple, soit la femme a demandé l'avortement, que la grossesse poursuite provoquera un grand danger pour la santé physique ou psychologique de la femme. La femme doit en tout cas consulter un médecin et se mettre un peu en discussion dans une procédure qui n'est pas toujours trop agréable. Et que l'avortement doit être en tout cas provoqué dans les premiers 3 mois. Parce que ensuite de cette période, seulement en conditions exceptionnelles de danger pour la vie de la femme, est possible de demander d'avorter. Mais le débat a été très intense, c'était pas facile d'arriver à cette loi. Surtout, il y avait, comme je dis, une vague conservatrice aussi liée à l'Église catholique qu'on a en Italie, mais de ça on parlerait un peu plus tard. Et pour vous donner un peu l'idée du débat qu'il y avait en Italie pendant les années 70, j'aimerais bien lire un passage d'un livre écrit par Oriana Fallaci, Lettre a un bambino mai nato, Lettre a un enfant jamais né. C'est un ouvrage de 1975 et c'est vraiment un ouvrage
d'éducation émotive, je veux dire, pour les femmes et pour les hommes, parce que décrit l'histoire d'une femme qui est enceinte et qui est très combattue et débattue sur avoir son enfant, qu'il aime déjà, mais un contexte social qui ne consentira pas d'avoir cet enfant avec tranquillité. Donc, elle se débat beaucoup dans elle-même sur la choix à prendre. Donc, je vous lis ce petit morceau. La mia mamma, quando è molto infelice, sospira. Ah, se fossi nata uomo. Lo so, il nostro è un mondo fabbricato dagli uomini per gli uomini. La loro dittatura è così antica che si stende perfino al linguaggio. Si dice uomo per dire uomo e donna. Si dice bambino per dire bambino e bambina. Si dice figlio per dire figlio e figlia. Si dice omicidio per indicare l'assassinio di un uomo e di una donna. Nelle leggende che i maschi hanno inventato per spiegare la vita, la prima creatura non è una donna, è un uomo chiamato Adamo. Eva arriva dopo, per divertirlo e combinare guai. Nei dipinti che adornano le loro chiese, Dio è un vecchio con la barba, mai un vecchio coi capelli bianchi. E tutti i loro eroi sono maschi, da quel Prometeo che scoprì il fuoco e quell'Icaro che tentò di volare, su fino a quel Gesù che chiamarono figlio del Padre e dello Spirito Santo, quasi che la donna da cui fu partorito fosse un'incubatrice o una balia. Eppure, o proprio per questo, essere donna è così affascinante. È un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non annoia mai. E giusto per terminare, on dit, essere una mamma non è un mestiere, non è nemmeno un dovere, è solo un diritto fra tanti diritti. Être mère n'est pas un métier, il n'est même pas un devoir, c'est seulement un droit parmi tant d'autres.
voilà une très belle chanson d'Antonello Venditti qui parle d'amour, d'une jeune fille tombée enceinte mais qui vit ça très positivement, on va dire ça. Mais bref, j'aimerais maintenant vous donner quelques chiffres sur le contexte italien, parce qu'on parle de cette vague conservatrice. Pourquoi? Parce que malgré cette année, on célèbre le 35e anniversaire de la loi qui a permis l'avortement en Italie. Aujourd'hui, il y a une grande mise en discussion. Il est devenu très difficile en Italie de pouvoir avorter. Dans des instituts publics, de santé publique. Pourquoi? Parce qu'en fait, la loi est un peu mal interprétée, on dit comme ça, de certains hôpitaux et médecins. En fait, ce sont des chiffres qui pour moi sont vraiment choquants. Les 80% des gynécologues italiens sont objecteurs de conscience. Ça signifie que tu te rends dans un hôpital et tu ne trouves pas un médecin qui peut te suivre. Et donc les listes d'attente deviennent de plus en plus longues. Et le risque, c'est que tu dépasses les périodes limites pour avorter. Et donc ça nous a fait retomber dans les années 70, bien avant la loi. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes sont obligées à faire des interruptions volontaires de grossesse illégales, quoi. Et il y a des ambulatoires illégaux aussi. Il y a aussi un commerce illégal de pilules. Ça, c'est très développé entre les ados qui cherchent sur Internet des médicaments, ils trouvent quelque chose et voilà, ils mettent en danger la vie aussi, parce qu'il n'y a pas un suivi médical sur ça. Et en même temps, les problèmes créent aussi une différence sociale, parce que les femmes les plus âgées, elles peuvent juste, je prends un avion, je vais en France ou en Suisse ou en Angleterre pour faire ça. Mais on oublie que ça, c'est un droit, reconnu par la loi et qu'il faut absolument les garantir. Et donc, c'est un problème de gestion d'une loi qui existe et qui a fait du bien, parce que quand la loi elle était faite dans les 1978, les avortements ont été réduits de 50%. Donc la loi a bien marché. Il y avait une sensibilisation sur un planning familial et tout ça. Aujourd'hui, on est en train de remettre en cause et il faut rester vigilant. Donc le scénario italien, pour te répondre, Charlotte, est de pire en pire, je veux dire. Donc il faut bien faire attention. Oui, l'avortement n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. C'est un peu à tous les niveaux qu'on a une attaque sur les droits des femmes, l'égalité homme-femme. Amandine, je crois que j'ai lu qu'en France, une femme mourrait tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon ou d'un membre de sa famille. Tu me confirmes ces chiffres effrayants? Oui, malheureusement oui. Donc en 2012, en France, on a dénombré 174 morts violentes au sein du couple, en grande majorité des femmes. Donc ça porte à un total d'une femme tuée tous les 2 jours et demi, effectivement, sous les coups de son conjoint, et un homme tous les 14 jours. Donc ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que sur les 26 femmes auteurs d'homicides dans le couple, 17 sont victimes de violences de la part de leur partenaire. Donc là, les chiffres que je donne sont ceux du ministère de l'Intérieur. Et il faut aussi noter que cette violence n'épargne pas les enfants et que l'on peut chaque jour ou presque lire dans la presse régionale qu'une femme et ses enfants ont été tués à la suite, alors là je mets des guillemets, c'est très important, d'un différend familial ou encore à la suite d'un drame familial ou conjugal. Et il arrive même encore parfois qu'on lise cette notion de crime passionnel. Donc ça montre quoi? Ça montre que dans les médias et même ailleurs, on n'arrive pas à nommer clairement ces crimes comme étant des violences spécifiques faites aux femmes. Alors aujourd'hui, on a une discussion autour du terme de féminicide ou de fémicide. Donc la définition la plus précise du mot fémicide vient de Diana Russell, qui est une écrivain et activiste sud-africaine. Et d'après cette définition, donc, le fémicide est purement et simplement le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Donc cette notion en France, elle n'est pas inscrite dans le droit français. Il y a des associations et des parents de victimes qui se battent pour que ce soit reconnu dans toute sa spécificité.
Et pourtant, donc ça n'est pas reconnu, mais pourtant les chiffres et les faits nous prouvent tous les jours qu'il existe bel et bien des violences spécifiques faites aux femmes en raison de leur sexe. On peut déplorer en France 75 000 viols par an, commis en majorité par une personne qui est connue de la victime, et non pas, comme de nombreuses idées reçues nous le font croire, un acte isolé, un fait divers, un homme qui serait caché dans une ruelle sombre. Ça existe, certes, mais la majorité des viols sont commis par des personnes que la victime connaît. On peut dire aussi un petit mot du harcèlement sexuel, puisqu'on a une enquête très récente de l'IFOP qui révèle qu'une femme active sur 5 a dû faire face à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa carrière. Ça, c'est des chiffres de 2014. Et on peut dire aussi un mot de l'égalité professionnelle qui n'est toujours pas atteinte, malgré les lois, les dispositifs légaux en vigueur. Les femmes occupent toujours une large part des emplois précaires. Le partage des tâches domestiques n'est toujours pas égalitaire non plus. Le soin des enfants qui incombe toujours aux mères majoritairement, etc. Voilà, donc on voit juste que les préjugés et les stéréotypes ont la vie dure. Et ce qu'on peut dire quand on se bat pour l'égalité et la suppression des violences faites aux femmes, c'est qu'il faut s'armer de patience. Et pour illustrer la question des violences faites aux femmes, il nous a semblé opportun de passer une chanson dont il faut prévenir les auditeurs que les paroles sont très violentes et très dérangeantes. Donc, il s'agit d'une chanson du rappeur Orelsan, intitulée « Sale pute », qui est sortie sur Internet en 2007 et qui a engendré une polémique importante, puisque le rappeur a été poursuivi en justice par quelques associations féministes. Donc la chanson raconte comment un homme, Aurel, surprend sa petite amie avec un autre. Donc, il lui écrit un message d'une violence inouïe que l'on va donc entendre maintenant. Attends, bouge pas, j'ai un mail d'Aurel, je te rappelle. Ce soir, je suis rentrée du taf plus tôt que d'habitude. Je suis passée chez toi pour faire une surprise. Quand je suis arrivée, t'étais dans ton hall avec l'autre type qui est en cours avec toi et je vous ai vu. Je vous ai vu vous jeter l'un sur l'autre, il passait les mains sous ton pull pendant que tu l'embrassais. Putain, j'avais envie de vous tuer, j'étais choquée, je croyais que t'étais différente des autres pétasses. Je te déteste, je te hais. Je déteste les petites putes genre Paris Hilton. Les meufs qui sucent des gueux de la taille de celle de Lexington. T'es juste bonne à te faire péter le rectum. Même si tu disais des trucs intelligents, t'aurais l'air conne. Je te déteste, je veux que tu crèves lentement. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Les histoires d'amour, ça commence bien, ça finit mal. Avant je t'aimais, maintenant je rêve de te voir imprimer de mes empreintes digitales. T'es juste une putain d'avaleuse de sabre, une sale catin. Un sale tapin, tous ces mots doux c'était que du baratin. On se tenait par la main, on s'enlaçait, on s'embrassait. On verra comment tu fais la belle avec une jambe cassée. On verra comment tu suces quand je te déboîterai la mâchoire. T'es juste une truie, tu mérites ta place à l'abattoir. T'es juste un démon déguisé en femme. Je dois briser en larmes, je dois rendre l'âme, je dois retourner brûler dans les flammes. Je t'aimais mais tu m'as trompé, comme tout pété tu l'as pompé. T'es une sale pute, une sale pute, une sale pute, une sale pute, une sale pute. Poupée, je t'aimais mais tu m'as trompé, comme tout pété tu l'as pompé. T'es une sale pute, une sale pute, une sale pute, une sale pute, une sale pute. Je déteste les sales traînées comme Marjolaine, les petites chiennes, les chichiteuses, les filles à problème. Je rêve de la pénétrer pour lui déchirer l'abdomen. Je t'emmènerai à l'hôtel, je te ferai tourner dans ma villa romaine. Tu suces pour du liquide, tu te casses à marée basse, pétasse. Tu mériterais seulement d'attraper le tas. Le seul liquide que je t'ai donné c'est mon sperme. Si je te casse un bras, considère qu'on s'est quitté en bon terme. Je t'aime, j'ai la haine, je te souhaite tous les malheurs du monde. Je veux que tu sentes la chaleur d'une bombe, je veux plus jamais que tu me trompes. J'étais trop fidèle, j'ai les nerfs en bloc. Je vais te mettre en cloche et t'avorter à l'opinel. Je m'en bats les couilles, c'était de la faute à qui. Je te corrais contre un radiateur en chantant Tostaki. Je veux que tu pleures tous les soirs quand tu t'endors. Parce que t'es du même acabit que la pute qui a ouvert la boîte de Pandore. Poupée, je t'aimais mais tu m'as trompé. Comme tout pété tu l'as pompé. T'es une sale pute, une sale pute, une sale pute, une sale pute, une sale pute. Poupée, je t'aimais mais tu m'as trompé. Comme tout pété tu l'as pompé. T'es une sale pute, une sale pute, une sale pute, une sale pute, une sale pute. J'ai la haine, je rêve de te voir souffrir. J'ai la haine, je rêve de te voir souffrir bébé. J'ai la haine, je rêve de te voir souffrir. J'ai la haine, je rêve de te voir souffrir bébé. Je la connais pas. Donc vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus 106,6. Donc l'idée de passer cette chanson ici, c'était de montrer
un concentré de haine misogyne et de violence et de stéréotypes concernant les hommes et les femmes. Donc, notre idée ici n'est pas de juger un chanteur ou de prendre position sur la restriction de la liberté d'un artiste. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est de dire que cette chanson peut être présentée comme un symbole de la violence faite aux femmes. Donc, le chanteur s'était justifié en disant qu'il s'agissait pour lui de dépeindre une fiction. Mais lorsqu'on entend des phrases comme « Je pensais que t'étais différente des autres pétasses » ou « T'es juste du même acabit que la pute qui a ouvert la boîte de Pandore », on entend là des références qu'on a 1000 fois entendues, qui normalisent, qui banalisent une situation. On entend par la plainte de cet homme qui a été trompé une justification d'une violence sans nom, et qui est hélas une situation vécue par beaucoup de femmes. L'enfer que décrit Orelsan est un enfer qui est connu par beaucoup de femmes et de jeunes filles dans notre société. On entend également à quel point la femme est chosifiée. Tu m'as trompé, je vais te faire très mal et je vais continuer à te posséder sexuellement. On verra comment tu suces avec la mâchoire cassée. Donc en bref, cette chanson illustre très bien la problématique des violences faites aux femmes et du féminicide. Oui, du côté italien, moi je suis choquée de la chanson, je dois dire, parce que je trouve qu'elle représente très bien la violence contre la femme considérée un objet. En fait, c'est ça que je ressens quand j'écoute cette genre de chansons, moi. Et ça représente aussi beaucoup un peu les stéréotypes de la femme, objet, qui en Italie, on a beaucoup, tout le monde, je pense qu'on connaît l'histoire de notre ex-président du Conseil, Berlusconi, qui avait son petit harem et qui considérait la femme comme un petit objet à lui. Ça représente un peu l'idée de la société macho italienne, qui en tout cas, la femme, c'est quelque chose à posséder. Et c'est pour ça que les féminicides en Italie, c'est aussi une grande question. On est pour une fois un peu plus avancé que la France, parce qu'en fait, il y a quelques mois, le Parlement italien a voté une loi contre les féminicides. Donc ça, c'était pour la première fois reconnu par l'ordinament juridique italien. Et donc, ça, c'est pour répondre à un besoin. 134 femmes ont été tuées dans le 2013 en Italie. Ça signifie presque un chaque les 2 jours. Donc vous comprenez que c'est une situation dramatique, parce que c'est automatique maintenant que la femme c'est quelque chose à posséder, c'est quelque chose à moi. Je ne peux pas tolérer que c'est un individu libre de s'autodéterminer, de faire ses choix. Et donc ça c'est un problème très grand de la société italienne. Et il faut même la reconduire un problème social. Que c'est l'effet, par exemple, de l'image de la femme dans la société. Je pense à la télé où tout le temps les femmes, elles sont pas des femmes parlant avec un pensée, elles sont toujours très jolies, très, très charmantes, mais encore une fois un peu objects. Et en même temps, le fait que la condition de la femme en Italie est encore beaucoup liée à femme de foyer, je veux dire. Donc c'est plutôt la femme, encore la seule qui se prend soin de la famille, des enfants, des vieux. Et donc il n'y a pas trop de possibilités d'être engagée dans la vie sociale et politique. On voit que la participation des femmes à la vie politique est encore très, très limite, pas très développée. Et à la vie sociale aussi. Et même dans la carrière professionnelle, au niveau du travail, les salaires ils sont encore différents. Il n'y a pas les mêmes opportunités entre hommes et femmes. Donc la parité qui est écrite dans les lois est encore bien loin d'être atteinte. Excusez-moi, en aide de mon collègue français. La parité est loin d'être atteinte. D'être atteinte dans la vie réelle. Donc oui, c'est un problème, comme aussi un rapport de 2012 des Nations Unies ont déclaré. Donc il faut encore beaucoup travailler sur ça. Et à propos de ça, on lance une chanson italienne cette fois, donc on alterne le français et l'italien. On lance une chanson de Luca Barbarossa qui parle d'un viol, donc c'est une chanson très forte, mais qui, je crois, peut représenter ce sentiment de violence contre les femmes, donc pour nous indigner. La ragazza non immaginava che anche quello
fosse l'amore. In mezzo all'erba lei tremava, sentiva addosso ancora l'odore. Chissà chi era, cosa voleva, perché ha ucciso i miei pensieri. Chissà se un giorno potrò scordare e ritornare quella di ieri. La ragazza non immaginava così forte fosse il dolore. Passava il vento e lei pregava che non tornasse quelle parole. Adesso muoviti, fammi godere. Se non ti piace puoi anche gridare, tanto nessuno potrà sentire, tanto nessuno ti potrà salvare. E lei sognava una musica dolce, labbra morbide da carezzare, chiari di luna e onde del mare, piccole frasi da sussurrare. Lei sognava un amore profondo, unico e grande, più grande del mondo, come un fiore che è stato spezzato. Così l'amore le aveva rubato. La ragazza non immaginava che così lento fosse il dolore. Stesa nel prato lei piangeva, sulle sue lacrime nasceva il sole. E lei sognava una musica dolce, labbra morbide da carezzare, chiari di luna e onde del mare, piccole frasi da sussurrare. Lei sognava un amore profondo, unico e grande, più grande del mondo, ma il vento adesso le aveva lasciato solo il ricordo di un amore rubato. Donc L'amour est rubato de Luca Barbarossa. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus 106,6. Parlons à présent, si vous le voulez bien, du contexte culturel qui, à mon sens, est directement à mettre en lien avec la condition féminine. Oui, en fait, je voulais dire que la question c'est assez culturelle et de contexte. Étant donné qu'en Italie, on n'a pas seulement une société macho, mais on a en même temps le Vatican qui est avec nous. Et donc ça, pendant toujours, a conditionné le développement des droits civils en Italie, parce qu'il y avait toujours cette grande lobby chrétienne, même au sein du Parlement, qui empêchait l'évolution
normal des lois qui doivent protéger certains droits de la femme, mais aujourd'hui on voit des homosexuels et comme ça. Et je veux dire que même ce Papa Francesco maintenant, il est en position un peu plus ouverte sur certaines thématiques. Certaines questions liées à la sacralité de la vie sont encore tabous. Et donc la question de l'avortement est malheureusement encore considérée comme quelque chose qui est inacceptable. Et donc ça implique un ralentissement dans l'avoir la reconnaissance officielle de certains droits. Et donc c'est pour ça que la mise en question des droits sur l'avortement aujourd'hui, c'est encore au centre du débat italien. Donc si je vous suis bien, que ce soit aujourd'hui, que ce soit en Italie ou en France, on constate partout des attaques contre les droits des femmes. En France, il faut dire aussi qu'en France, on constate une montée des mouvements extrémistes. Prenons par exemple la polémique autour de la théorie du genre. Oui, la théorie du genre qui n'existe pas en tant que telle d'ailleurs. Donc pour rappel, on parle d'études sur le genre et non pas de théorie du genre. Donc, et même encore au départ, on parlait d'études féministes ou d'études sur les femmes. Donc en fait, dans les années 80 aux États-Unis, les termes de Women's Studies puis Gender Studies se sont répandus pour désigner les études et les recherches universitaires naissantes sur la question des rapports sociaux de sexe. Donc l'idée est d'étudier l'impact de l'appartenance à un sexe ou l'autre sur la socialisation des individus, donc dans des disciplines diverses que sont les sciences humaines et sociales. Donc le sexe étant une catégorie biologique et le genre une catégorie sociale, mais pour dire ça très schématiquement. Donc ce qui s'est passé en France ces dernières semaines autour de la théorie du genre n'est ni plus ni moins qu'une campagne de désinformation de la part de personnes, de groupes, d'associations qui ont un projet de société qui ne va pas du tout dans le sens de l'égalité. Les manifestations qui ont eu lieu suite au débat sur le projet de loi pour le mariage pour tous ont décomplexé une certaine parole conservatrice, voire même réactionnaire. Donc ce qui a été attaqué par ces groupes brandissant la théorie du genre comme une menace, ce sont notamment les ABCD de l'égalité. Donc les ABCD de l'égalité, c'est un dispositif du ministère de l'Éducation nationale qui vise à lutter contre les stéréotypes de genre à l'école. Donc les filles sont des princesses, les garçons sont des chevaliers, les filles ont la douceur requise pour s'occuper des enfants, et les garçons sont plutôt taillés pour la parole publique, la responsabilité publique. Donc voilà comment on fabrique au long terme des inégalités entre les hommes et les femmes à grands coups d'archaïsme. Et ces stéréotypes s'exercent tous les jours dans toutes les structures sociales. Donc même à l'Assemblée nationale, c'est pas rare de voir une femme, de voir des députés qui se permettent par exemple d'imiter la poule lorsqu'une femme prend la parole, ou de s'en prendre à la robe de Cécile Duflot, ou de questionner une femme sur ses compétences techniques, etc. Donc voilà, c'est à se demander si la volonté politique d'en finir avec le sexisme est bien réelle. Bon, maintenant, je vous propose de parler aussi, parce que je pense que tout ça est lié, un peu de la jeunesse. Donc la jeunesse qui est censée être un vecteur d'émancipation, de progrès social, mais aujourd'hui, les médias de masse continuent à véhiculer une image de la femme tellement stéréotypée qu'on est loin d'y être. Tiens, prenons un exemple afin d'illustrer la musique populaire très écoutée par les jeunes, et on en reparle ensuite. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci c'est pour toutes les Aurélie, celles qui ont donné la vie. Pour toutes les Aurélie, oh, mais elle a tout pris. Elle a dû construire très rapidement un foyer, faire face à ses responsabilités pour le loyer, trouver un travail coûte que coûte pour le payer. Elle aura tout essayé, comme on dit dans les quartiers, elle s'est saignée pour trouver quelqu'un qui veut bien la renseigner. Que quand on n'est pas vite, comme a-t-il saigné? De ne pas lâcher l'affaire, ça lui a enseigné. Oh, on a tous connu une fille dans le cas d'Aurélie, une pour qui grossesse est synonyme de délit, rejetée par ses amis mais surtout sa famille, qui n'accepte pas qu'elle souhaite donner la vie. Voilà ce que je dirais si je devais donner mon avis. Mettre un enfant au monde ne devrait pas être puni. C'est la plus belle chose qui soit, et si tu le nies, c'est que tu n'as rien compris. Ouais, donc voilà, la chanson parle d'Aurélie, 16 ans, qui tombe enceinte mais qui veut garder l'enfant. Donc ses parents veulent l'en dissuader bien sûr, mais elle reste sur sa position, elle quitte son domicile. Donc elle finira par y arriver, elle va trouver du travail, elle aura son bébé, elle reverra sa famille, donc happy end.
Mais dans cette chanson interprétée par un jeune homme qui s'appelle Colonel Rayel, il semble facile pour Aurélie d'avoir un enfant et de l'élever. Elle trouve du boulot, elle galère à peine, mais c'est pas grave parce que c'est si beau de donner la vie. Donc encore une fois, on écoute une fiction, mais on entend aussi un jugement. On entend un discours qui est un peu teinté de fausse naïveté dans une chanson qui est très écoutée par les jeunes. Et ne pas dire à quel point cette situation vécue par beaucoup de femmes et de jeunes filles, ne pas dire que cette situation est difficile, c'est transmettre finalement une vision tout à fait biaisée de la problématique de la grossesse et de l'avortement. Donc en réponse à ça, il y a eu la chanteuse Jeanne Chéral qui, avec beaucoup d'humour, a tenté de répondre. Donc on va écouter un extrait d'une chanson qu'elle a écrite directement à Colonel Rayel. Colonel, j'ai 16 ans et je suis devenue maman. Concernant mon enfant, j'ai suivi ton enseignement. Colonel, colonel, pour toi la vie est belle, mais je ne suis plus celle que j'étais quand j'étais pucelle. J'ai trouvé un boulot à la pêche au bulot. J'ai les 2 pieds dans l'eau et je suis payée au kilo. Ce travail éphémère, maintenant que je suis mère, me rend un peu amère. C'est sans doute les fruits de mer. Aujourd'hui, je suis pas ton bolos, mais tu trouves pas que je ressemble à un cassos? Comme Aurélie, je t'écoute jour et nuit en surfant sur colonel.com et sur Provi. Colonel, j'ai 16 ans et je suis... Voilà, donc c'était un peu mordant. On sent bien que Jeanne Chéral souhaite remettre un petit peu les pendules à l'heure. Donc il y a une vraie nécessité à rester attentif à ce qu'on entend par exemple dans ce type de production musicale qui sont très écoutées par les jeunes et qui sont souvent assez symptomatiques. Mais bon, on ne peut pas non plus fermer les yeux sur ce qui se passe en plus haut lieu dans les sphères politiques. Oui, en fait, c'est ça la question, qu'on a parlé de ce qui se passe en France, en Italie, en Espagne, mais il y a quelque chose qui se passe dans l'Union européenne et que personne ne connaît parce qu'on ne parle pas trop. Et c'est une information assez récente parce que récemment, en fin décembre, le Parlement européen a rejeté un rapport qui s'était connu comme le nom de rapport Estrella, une femme socialiste portugaise, qu'il avait travaillé pour plusieurs mois sur un propos d'initiative, qui c'était non contraignant, mais c'était en tout cas en position du Parlement européen sur la question des droits des femmes, accès généralisé à la contraception, services pour l'avortement sûr, et éducation sexuelle des jeunes. Donc il y avait beaucoup de thématiques dont on a parlé aujourd'hui. Mais un vague, on dit un lobby très fort au sein du Parlement européen a fait rejeter pour 2 fois cette proposition, cet rapport. Avec une excuse, on peut dire, parce qu'en fait, on ne s'est pas discuté beaucoup sur les contenus, c'est simplement dit que tout ce qui regarde la santé, c'est des compétences des États nationaux, donc ce n'est pas le rôle de l'Union européenne de s'exprimer directement sur ça, mais plutôt de mettre à disposition de bonnes pratiques d'échange. Donc on voit que même au niveau européen, il n'y a pas vraiment une fierté de dire oui, il faut absolument défendre, il faut affirmer des droits pour les femmes sur ça. Et il y a eu le rapport Zuber aussi, là je crois que c'est tout récent, c'est cette semaine, qui a été encore un rapport sur la condition féminine, l'égalité homme-femme, qui a été rejeté. Donc évidemment la droite a voté contre, la gauche a voté pour, et je crois que c'est important de préciser que les Verts se sont abstenus. Voilà, donc l'émission touche à sa fin. Je vous rappelle les prochains rendez-vous de l'Alveare. Le 27 mars, le ciné-débat sur Pasolini et le film Comici d'Amore, ou au Comites Culture de rue du Pont-Neuf à Lille. Le 15 mai, le ciné-débat sur la condition de la femme, justement la question de la femme et la condition féminine. Le 17 avril prochain, donc l'émission de Volare sur l'actualité européenne liée aux prochaines élections du Parlement européen du 22 et 25 mai. Donc pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter à l'adresse lalveare.lille@gmail.com. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Nous vous remercions pour votre écoute. Un très très grand merci à Radio Campus et à Enrico. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente soirée. Is the leader of the world.
Yes, she is. Think about it. Woman is the nigger of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. You don't believe me? Take a look at the one you will. Woman is the slave of the slaves. Oh yeah, better scream about it. Yeah. Every day on TV, and wonder why she has no guts or confidence. When she's young, we kill her will to be free. Why telling her not to be so smart, we put her down for being so dumb. Oh well, woman is the nigger of the world. Information complémentaire que je vous ai pas donnée. L'émission sera disponible 8 semaines sur le site de www.campuslille.com et donc on vous donne rendez-vous le 27 mars pour le ciné-débat sur Pasolini. Voilà, à très bientôt. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo la faccia e le mani di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.
musica dolce suonava soltanto per me. Occhi tuoi blu, felice di stare qua giù e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare vicino laggiù. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Felice di stare lassù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête? Tu ne seras pas mon centre, que savent-ils de mon ventre? Pense-t-il qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive, mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite, mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a